Bonjour à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers imaginaires en Moselle et partout dans le monde. Émission largement dédiée à YouTube cette semaine et pour cela, c'est le retour de notre ami et podcasteur e-sport Habib. Salut. Salut JB. 8e édition quand même sur notre plateau. Merci de ta confiance. Tu es toujours sur le podcast The Izoudi W Podcast et sur les internets évidemment. Et avec toi, on va parler de Thibaut InShape qui est passé premier youtubeur de France dans quelques instants. À tes côtés, Megan Pisani alias Milano Hope sur les réseaux. Salut. Hello. Ancienne créatrice de contenu Messine, tu es désormais agent d'influenceur. On va parler de ce métier et de YouTube aussi avec toi. Ce sera dans quelques minutes. On fera aussi un petit retour sur le championnat de sabre laser qui s'est déroulé à Metz ce week-end. Mais avant tout, on commence par l'actu. Dame le Bibi, on en parlait tout à l'heure, tout le monde en parle d'ailleurs depuis quelques semaines. Le créateur de contenu Thibaut InShape est passé devant Squeezie comme premier youtubeur de France en nombre d'abonnés. Actuellement, il est à 19,8 millions contre 19 millions pour Squeezie. Ça s'est passé finalement très rapidement. L'approbation est assez rare, on n'a jamais vu ça. 1 million par mois depuis janvier. Comment on peut expliquer un petit peu ce changement assez rare en tête du classement? C'est assez simple à expliquer. Alors, c'est très simple, hein. C'est un changement plus ou moins technique, hein. C'est comme le jeu des milliardaires. C'est-à-dire que là, on va jouer sur la façon dont les choses sont décomptées ou comment les choses sont consommées. Notamment sur YouTube, aujourd'hui, il y a les shorts qui sont bien mis en avant. Les contenus courts. Les contenus courts, c'est la stratégie qu'a utilisée Thibaut. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire plus de shorts et en plus, il les a rendus un peu plus internationaux, tout simplement, en enlevant tout ce qui est la langue française, qui faisait que c'était un public de niche. Donc il fait des contenus qui sont un peu connus, il joue avec des codes d'Internet, en reprenant plus ou moins à sa sauce. Donc ça parle à tout le monde, c'est assez court, c'est facile à consommer. D'ailleurs, quand on regarde ses statistiques, on remarque qu'il y a un public plus étranger sur les vidéos courtes, là où sur les vidéos longues, il a à peu près le même public et il n'a pas eu de grands changements par rapport à Squeezie. Donc c'est vraiment une guerre de positionnement avec les stratégies YouTube. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'au niveau marketing, on est nourri. On voit un peu comment l'algorithme YouTube fonctionne et ça, c'est plutôt sympa. Oui, il vient d'ailleurs, ces shorts, là, on le voit aussi, hein, par exemple, son compte TikTok, il a 11 millions. Donc voilà, c'est une stratégie, qui paye apparemment. Et puis aussi, par rapport à Squeezie, ce sont un peu deux mondes qui s'affrontent. Alors d'un côté, on a Squeezie assez installé, notamment avec les jeunes, assez lisse finalement, consensuel. Et puis, donc avec, tu le disais, 5 à 10 millions de vues sur chaque vidéo, ça n'a pas trop bougé, il continue à en faire beaucoup. De l'autre côté, par contre, on a une personnalité un peu plus clivante et donc avec des shorts qui marchent mieux, mais par contre ces vidéos ne marchent pas plus qu'avant finalement. Exact. Donc c'est vraiment en plus une guerre, on va dire, de contenu finalement. Oui, pour le coup, il y a la guerre de contenu et de type de contenu, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus forcément le message, mais c'est la façon dont il est amené. Donc Thibaut, il va avoir des trucs un peu plus provocateurs, jouer un peu sur des ambiguïtés, et ça donne le sentiment d'une transparence, donc les gens se sentent un peu plus proches, ce qui parle à la place des gens. Et puis il joue sur l'émotionnel, donc c'est le jeu actuellement de la communication globale, hein. C'est qu'on va jouer sur les sujets qui, entre guillemets, qui fâchent, donc qui font buzz, et ça c'est son domaine. Là où Squeezie, il est un peu plus constant. C'est-à-dire que son contenu est plus ou moins le même et il est plus ou moins passe-partout. D'ailleurs, on l'a vu, hein, Thibaut InShape à la base était un youtubeur fitness qui parlait de sport. Là, on l'a vu sur les extraits qu'on vient de diffuser, quand même pas mal de vidéos où il est en immersion, aussi du vlog où il est avec sa copine. D'ailleurs, ses shorts qui marchent le plus, c'est plutôt des shorts de divertissement où il est justement avec Juju Fitcats. Voilà. Parce que on s'identifie, la plupart des gens s'identifient, se disent voilà, on le voit en mode Monsieur Tout le Monde. Vraiment, c'est le gars, on a envie d'être son pote, donc il va jouer là-dessus. Là où Squeezie est dans un archétype classique. Donc pour le coup, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les deux facettes peuvent réussir sur YouTube. On le voit même au niveau mondial, hein, quand on a un gars comme iShowSpeed, qui est assez explosif, contre un MrBeast ou un Kai Cenat, c'est vraiment des publics différents. Donc tout le monde peut y trouver son compte sur YouTube quand on y pense. C'est un vrai expert. Hein. Oui, j'invite les experts sur ce plateau. J'ai rien à rajouter. Et toi, justement, Megan, qui est expert, qui travaille avec des influenceurs, est-ce que les shorts, ça permet, on le voit, est-ce que les shorts, vraiment, maintenant, ça permet d'attirer un nouveau public? Alors, on va dire que c'est deux stratégies différentes, comme tu l'as dit, effectivement. Tu as d'un côté les contenus longs, qui sont là plus pour fidéliser un objectif de conversion, alors que tu as d'un côté les shorts, les contenus un peu plus courts. Et là, le but, c'est vraiment notoriété, essayer de toucher un maximum de gens. Donc voilà, c'est deux stratégies différentes.
pense que c'est bien de faire les deux. Et certains d'ailleurs ont accusé Thibaut d'avoir employé des robots pour avoir une grosse progression. On le saura sans doute jamais. Il y avait eu un petit message justement que Thibaut avait mis sur Twitter où il disait merci à tous mes nouveaux followers qui viennent de Chine. Donc évidemment c'était une blague. Ça nous a fait rire. Dans quelques instants, on revient parler YouTube avec toi, Mégane, notamment de ton rôle chez les influenceurs. Mais pour l'instant, place au grand format. Donc on revient à Metz pour un petit mot sur la deuxième édition de Metz for Fiction, c'était le week-end dernier, et deuxième édition aussi du championnat de France de sabre laser. Les Messins ont dominé les débats, notamment dans la catégorie du combat chorégraphié, avec la première place dans la catégorie mouvement d'ensemble pour notre ami Philippe Bondy, qu'on avait déjà invité ici, de l'Académie de la Force, et son équipe composée de Vincent Tivol et Pierre-Jean Ebener. Deuxième place dans la catégorie duel aussi pour Tom Boulanger et Paul-Antonin Fontaine, et surtout deuxième place également pour Guillaume Vavrinovic, j'espère que je le prononce bien, qui laisse l'or à Robin Grassi encore une fois cette année en combat sportif. Jean Milon a recueilli les impressions. Écoutez. Combattez. On a pris des coups, on a rendu des coups et surtout on s'est éclaté quoi. C'est surtout ma deuxième participation et deuxième podium en championnat de France. Donc c'est une grande fierté de représenter son club sur des événements majeurs comme celui-ci. Clairement, ils sont acharnés et pour être dans les 8 meilleurs de France, oui, il faut s'entraîner, s'entraîner encore. Et amateurs ou pas, ils y mettent la même passion et la même rigueur que si c'était leur métier, très clairement. Donc félicitations à nos concurrents messins de l'Académie de la Force. On passe maintenant à notre invité de la semaine, c'est le Versus. Mégane, certains t'ont connu tout d'abord sur YouTube comme créatrice de contenu sur Fortnite, c'était en 2016. Mais depuis 2017, tu t'occupes aussi, et surtout, de l'influence. Ça veut dire quoi, agent pour les influenceurs? Alors, c'est vrai que c'est un nouveau métier. En peu de mots. Je vais faire court. On va dire que j'accompagne et je développe la carrière des youtubeurs, des streamers, des créateurs de contenu. Avec quel nom on peut citer justement Là, principalement Jill, Luisan, Unchained, qui sont principalement dans l'univers jeux vidéo et divertissement. Et donc comment tu as fait cette bascule justement entre être devant la caméra et être plutôt dans les coulisses? Alors, encore une fois, c'est un métier qui est nouveau et donc il n'y a pas forcément de formation. Et j'ai envie de dire qu'on arrive là un peu avec un cheminement. Je faisais des vidéos avant sur YouTube et sur Twitch. Et je me suis fait repérer par Epic Games, donc du coup le créateur du jeu Fortnite. J'ai commencé à faire du contenu pour l'éditeur sur le YouTube de la chaîne. Et puis de fil en aiguille, on a discuté. J'avais un gros attrait pour le marketing et on s'est dit on va creuser les choses. Et finalement, je me suis embourbé là-dedans, si on peut dire. Alors les influenceurs aujourd'hui, on le voit, alors gérer une carrière d'un influenceur, c'est pas mal de choses, surtout qu'aujourd'hui c'est devenu des chefs d'entreprise, des influenceurs. On l'a vu notamment par exemple avec les marques de vêtements qui sont lancées. Alors il y a Oni, pour citer des noms avec qui travaille, Oni chez Luisan, il y a Yoma chez Gilles. L'alimentation aussi, Amixem a lancé sa marque de Smash Burger récemment. Le merchandising, tout ce qui est autour en fait de YouTube aujourd'hui, on a l'impression que c'est aussi une grosse partie pour un YouTuber. Alors, c'est important de diversifier ses revenus. Pendant longtemps, les créateurs de contenu se sont focus sur un seul réseau. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut au minimum 4-5 sources de revenus différentes. Donc, mélanger du réseau avec du sponsoring, des opérations commerciales et surtout, effectivement, ce qu'on appelle un side project. Ça peut être une boutique, la création de produits culturels comme un manga, un livre, une BD. Ou effectivement un restaurant, un café. Ça, c'est très important. On observe vraiment de plus en plus de créateurs qui font ce move-là parce que c'est une carrière YouTube, ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. C'est quelque chose qui est éphémère, donc il faut aussi prévoir effectivement le futur et ça en fait partie. On joue sur notre notoriété pour pouvoir avoir une sécurité. On ne le dit pas souvent, enfin les médias mainstream en parlent, mais souvent un peu à tort, c'est qu'aujourd'hui un YouTuber, un streamer ne gagne pas forcément sa vie
par ses vidéos, parce que lui rapporte une vidéo, mais c'est par du sponsoring, par ce qu'on appelle les OPSP, les opérations, C'est ça. où on vend en fait du contenu à une marque. Et donc c'est à ce niveau-là que toi tu interviens. C'est ça. Alors de mon côté, voilà, j'ai vraiment des prestations qui sont larges. Je m'occupe aussi bien de la création de stratégies d'image ou de communication que tout ce qui va être effectivement gestion des collaborations commerciales, donc négociation, contractualisation, l'aspect comptable, légal, les reporting, vraiment cette relation entre l'influenceur et les annonceurs en eux-mêmes, ou bien la gestion de crise par moment, ça en fait partie. Ouais. Justement, alors c'est peut-être pas une crise, mais en gestion de crise, il y a un mois, la streameuse Gilles, dont tu es le bras droit, on peut dire, Oui. a annoncé l'arrêt de sa chaîne YouTube principale après 10 ans où elle l'utilisait, notamment pour les jeux vidéo. En fait, c'est pas un arrêt, hein. En fait, elle fait une autre chaîne un peu plus vlog, justement. C'est ça. Mais ce qu'on ne dit pas assez, justement, c'est que ce métier est assez jeune. C'est un métier qui est en pleine découverte et il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, la fin de carrière, c'est quelque chose qu'un youtubeur qui s'arrête, on ne sait pas encore comment on fait, quelle va être la suite et tout. Ça fait partie aussi des choses dont tu réfléchis avec les influenceurs. Oui, on y pense toujours. Avant tout, un youtubeur, un créateur de contenu, il a une entreprise. Et comme toute entreprise, il faut penser effectivement à la rendre pérenne et surtout à penser au futur. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des youtubeurs qui se sont arrêtés du jour au lendemain parce on va dire qu'ils ont recommencé le monde du travail un peu plus standard. Mais il y en a d'autres, c'est pas un choix. Et donc, du coup, il faut y penser. Et il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? C'est vraiment très important. Oui. Aujourd'hui, tous les créateurs de contenu ont besoin d'être encadrés, tu penses, pour pouvoir être pérenne, pouvoir travailler dans ce milieu-là? Alors, arriver à un stade, on est obligé. Parce que c'est Dès vraiment... que c'est professionnalisé. C'est ça. Ouais. Être agent, tout ce que je gère, ça prend énormément de temps. J'y passe mes journées. Et surtout, il y a une grosse pression, une charge mentale. Et c'est pas en adéquation avec la créativité et la liberté que doit avoir en fait un créateur de contenu pour continuer. C'est vraiment un travail de fond, un marathon. Et puis pareil, au niveau des annonceurs, c'est différent. Quand on va parler aux créateurs, certains annonceurs se permettent des choses qu'ils ne devraient pas normalement, ou bien ils savent qu'ils peuvent négocier. Quand on est directement, on se dit, OK, je suis accompagné par un agent, ça apporte quand même plus de crédibilité. Et puis on sait qu'on est bien accompagné et qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. Merci de nous avoir présenté un petit peu les coulisses de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube et sur la création de contenu. Merci aussi à toi, Abim. On te retrouve sur tous les réseaux avec The Izu DW Podcast. Et toi, Mégane, on rappelle ton agence pour les influenceurs, c'est Milano & Co. C'est ça. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Nous, on se retrouve comme toujours dès maintenant en replay sur nos réseaux YouTube et Moselle.tv. Et puis la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi 19h15 pour un nouvel épisode de Pixel Perfect. D'ici là, jouez bien et à très vite sur Moselle TV.